Salut et bienvenue sur Anakaland, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo qui met fin à une attente de 13 longues années, Avatar 2 La Voix de l'eau, suite très attendue du chef-d'œuvre de 2009. Réalisé et écrit par James Cameron et produit par la 20th Century Fox, et donc par Disney puisque rachat, mais chut, et de toute façon on est très loin des standards d'écriture de Disney donc tout va bien. Avatar La Voix de l'eau, ou Avatar 2 pour ceux qui préfèrent, qui met à nouveau la barre très haut et ouvre une nouvelle voie pour le cinéma des années à venir. Mais avant de commencer réellement la vidéo, petit coup de gueule, car déjà nous pauvres petits provinciaux n'avons même pas eu droit à une avant-première. Pas cool. Mais surtout, je ne sais pas pour vous, mais les prix des billets pour cette séance étaient assez ouf. Plus de 20 € la place quand on ajoute les options 3D, Dolby, IMAX et tutti quanti. Donc clairement cet hiver, il va falloir faire un choix entre aller voir Avatar sur grand écran ou allumer le chauffage. Mais en vrai, le film en vaut vraiment la peine. Certes, c'est le prix que va coûter le Blu-ray à sa sortie, mais tout de même, ce film est une masterclass. Donc sans plus attendre, on s'abonne et on s'installe confortablement pour parler de ce qui est déjà le film de l'année. Pour commencer, je vais aborder le sujet qui je pense mettra tout le monde d'accord. Visuellement, c'était une claque. Dès les premières secondes, on est de retour à Pandora, avec sa forêt et ses montagnes flottantes. Sans parler de sa faune et de sa flore qui sont toujours aussi majestueuses, et tout ceci grâce à une 3D qui a bien eu le temps de s'améliorer et a atteint là encore un nouveau stade. Moi qui ne suis pas du tout client des films en 3D en général, Avatar avait été le premier, et j'avais préféré la 2D en bon puriste, et depuis ces 13 dernières années, à part quelques exceptions, j'avais toujours plus apprécié un film sans 3D. Mais là, je ne sais pas si c'est seulement dû aux évolutions technologiques ou si c'est le VFR qui fait ça, mais encore une fois, une sacrée claque. Le VFR, variable framerate, ou HFR, est très confortable. Là où dans certains films c'est parfois un peu trop voyant, ici le combo de cette 3D nette et la fluidité du HFR font des merveilles. Et c'est encore mieux quand on passe sous l'eau. Moi qui ne suis pas très fan de l'altitude, dans le premier j'avais un peu de mal à me projeter à dos d'Ikran. Mais là, dans l'eau, c'est une autre histoire. Je me verrais bien nager dans cette eau transparente au milieu de ces coraux et de toutes ces créatures plus magnifiques les unes que les autres. Car si vous avez aimé la forêt de nuit dans le premier volet, ici sous les flots turquoises, vous allez vous régaler. Entre féerie et documentaire animalier, les amoureux de la nature, de la mer ou simplement de beaux effets spéciaux seront ravis. Surtout lors des séquences contemplatives qui sont légion dans La Voix de l'eau, mais ici ça colle tellement bien au propos et à la narration. Toutefois, j'en entends déjà dire que ce film n'est pas parfait, ce qui est vrai. L'animation des navis manque à quelques très rares moments de fluidité lors des scènes de combat sur la durée d'un plan. Mais rien de bien méchant et ces quelques défauts sont souvent noyés sous un flot de pépites. Donc je le redis, mais une vraie masterclass visuelle. Concernant la musique, là aussi la barre a été quelque peu relevée. Les chants navis sont superbes, emplis de poésie bien que je ne parle pas encore cette langue. Et l'ambiance sonore est aussi excellente, à chaque territoire son identité, et presque à chaque personnage aussi. Bien que, petit bémol me concernant, le sound design est un peu brutal, notamment sur les effets modernes et mécaniques, comme les robots ou les clics et claques des armes à feu. Mais avec le recul, je me demande toutefois si c'est à cause du mixage, de la salle de cinéma, ou encore si ce n'est pas une volonté de Peter Jackson pour accentuer le côté étranger de ces éléments, et leur côté non naturel. Car la nature, elle, chante et fredonne là où la technologie fait juste du bruit. Et pour finir, avec le son, je n'ai pas très bien compris non plus l'intérêt d'avoir The Weeknd pour la chanson du générique de fin. Ça casse un peu le côté organique de tout le film avec ce morceau pop à la fin. Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'une petite goutte d'eau pour ce film. Et concernant le plus important, l'histoire, tout d'abord, les 13 ans passés semblent presque logiques au vu du temps qui a passé pour Jake et les autres sur Pandora. La famille s'est agrandie, 4 enfants depuis la fin de la guerre. Ici, rien de bien transcendant, une histoire bien écrite qui poursuit bien le premier film sans en trahir un quelconque élément. Je vous avoue que j'étais un peu inquiet à la vue des bandes annonces concernant le retour de certains personnages ou sur l'intrigue de base. Genre pourquoi les humains reviennent par exemple. Mais tout semble cohérent, rien qui ne sort d'un chapeau à la dernière minute, ces retours et autres ont du sens. Mais je développerai ceci dans la partie spoiler car clairement vous ne voulez pas en savoir trop avant de découvrir le film. Une histoire simple donc, mais pas simpliste, attention, et qui nous est racontée avec beaucoup de sous-texte et de magie. Car bien que l'on soit dans un film de science-fiction comme le premier, Avatar 2 nous raconte une histoire remplie de la plus pure des magies, celle d'Eywa, mère nature, qui ravivera le côté écolo de n'importe qui. Et clairement c'est à nous faire détester le fait d'être humain. La critique de notre espèce, de son consumérisme ou, comme le disait Jake il y a 13 ans, notre incapacité à entendre notre mère et notre propension à la détruire, sont à nouveau au centre de ce récit. Et même en bien pire que dans le premier. Est-ce car depuis 2009 tout le monde a pris conscience que notre belle planète bleue souffrait, ou alors c'est juste que Cameron n'a plus envie de prendre des pincettes à ce sujet. Dans tous les cas, tout est très bien amené dans le récit, sans trop nous prendre par la main pour être sûr que l'on comprenne.
Pour les plus sensibles, attention car il y a notamment une scène qui est très violente et qui risque d'en choquer plus d'un, tant par son propos que par le temps d'écran qu'elle représente. Une scène de chasse en mer qui, comme je le disais, nous donnerait presque envie d'abandonner notre carte de membre de l'espèce humaine. Et outre la sauvegarde de notre écosystème, un autre sujet tout aussi d'actualité est abordé de façon franche, celui de la diversité et de l'intégration. Car les navis de la mer, chez qui Jake et sa famille se retrouvent dans ce film, sont très différents des navis de la forêt que l'on connaît. En effet, leur corps s'est adapté à la vie dans l'eau, ils ont des membres et une queue plus larges pour mieux nager et leur couleur n'est pas la même non plus. L'influence du sel ou du soleil probablement. D'ailleurs, ce film est bien plus porté par les enfants de la famille que par les parents, qui se posent surtout en figure d'autorité et qui jouent la carte de la prudence, voire même de la lâcheté pour Jake. Alors que du côté des enfants, on assiste à leur apprentissage tant de nouvelles mœurs que de façons de vivre dans l'eau, en communion avec toutes sortes de créatures marines, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Ils apprennent la voie de l'eau donc, un peu comme à l'époque quand on a suivi Jake qui apprenait à comprendre la forêt. Et pour finir, j'ai aussi bien aimé le contraste entre les cultures Na'vi. Si les Na'vi de la forêt étaient inspirés des Amérindiens, là chez le peuple des récifs, on ressent plutôt une influence des îles Pacifiques. Je ne suis pas un expert, mais un petit quelque chose de polynésien ou approchant. Bref, je n'en dis pas trop non plus car je ne veux pas vous spoiler, donc on passe à l'analyse avec des spoilers, et je vous mets le timecode pour passer au prochain chapitre. Comme je le disais dans la partie sans spoil, j'étais très inquiet concernant le retour des deux personnages, mais le retour de Quaritch 2.0 dans la peau d'un avatar fait sens. En plus, la compagnie n'a pas ramené que lui à la vie, mais toute son escouade, y compris le con qui volait avec Jake et les autres dans l'hélico de Michelle Rodriguez dans le premier film. Par contre, là où ils sont allés un peu fort, mais bon, ça passe, c'est sur l'histoire du petit Spider, le fils du colonel Quaritch, qui serait né sur Pandora avant les événements du premier film. Mais d'où il sort? On n'en avait jamais entendu parler, mais bon, c'est pas comme si le colonel était le père de l'année et qu'il parlait tout le temps de son fils chéri. Mais donc Spider, le fils du démon qui a grandi auprès des Na'vi et aimerait même en être un. On remarquera même quelques petits soucis d'intégration, notamment de la part de Neytiri, alors qu'à la fin justement, il y a une très belle phrase qui signifie qu'elle l'a enfin accepté. Et pour ce qui est du retour de Sigourney Weaver, c'est même encore mieux car cela mène à une intrigue bien plus importante qui je pense va courir sur les prochains films aussi. Car la jeune Kiri, qui emprunte elle aussi ses traits à Madame Weaver, est née de l'avatar de Grace, après que celle-ci soit morte, et on voit souvent la jeune fille se questionner sur ses origines et son père. Car évidemment, personne n'imagine Grace s'envoyer en l'air dans son avatar. Mais ma théorie est un peu différente, je vois plutôt un truc comme dans Star Wars avec la naissance d'Anakin par la volonté de la Force afin que celui-ci ramène l'équilibre. Ici, c'est Eywa qui a donné la vie à cet enfant alors qu'elle tentait de préserver l'âme de Grace dans son avatar. Grace étant trop faible à l'époque, cela a échoué, mais de cet acte de bienveillance, une autre vie est née, et son destin n'est autre que de devenir celle qui entend et peut communiquer avec la déesse. Une sorte de Tsaïk suprême qui incarnerait littéralement la volonté d'Eywa. On la voit par exemple communiquer avec différents animaux, ou encore à un moment, elle est allongée dans l'herbe et on voit comme des pulsations partir de son corps dans la nature, dans Eywa. Kiri qui sera ensuite élevée par Jake et Neytiri auprès de leurs deux garçons, Neteyam et Loak, ainsi que de la petite Touk, trop choupette. Je m'inquiétais également concernant le retour des méchants humains sur Pandora, mais là aussi ils ont réussi à nous faire un truc pas trop facile et qui ne remet pas la crédibilité du premier film en jeu. La Terre est mourante et Pandora, qui était autrefois une simple exploitation commerciale, minière, ici c'est le dernier espoir de l'humanité qui doit trouver une nouvelle planète à ravager. Et en parlant de ravage, c'est peu dire, et ils s'y mettent avant même de poser le pied sur la Lune, car oui, Pandora est une lune. Dès les premières minutes du film, leur réacteur crame toute une forêt, rappel évident de la séquence identique, mais à moindre échelle, dans le premier film. Donc ils crament tout et ils débarquent armés jusqu'aux dents pour installer leur ville de béton et de métal. De plus, j'ajouterai que l'intrigue du film est quelque chose de bien plus personnel que dans le précédent. Il n'est plus question de destruction d'un lieu sacré pour les Na'vi ou d'une prise de contrôle d'un territoire, même si en vrai on sait qu'ils vont s'y mettre bientôt, probablement dans le troisième film. Mais dans La Voie de l'eau, c'est surtout une question de vengeance pour Quaritch et la compagnie, et en opposition on a un Jake qui est beaucoup moins impétueux et courageux maintenant qu'il a quelque chose à perdre. Plus du tout la même envergure qu'à l'époque de Turok Makto. Il fuit devant l'arrivée de Quaritch et abandonne même son peuple qu'il a soutenu et élevé au rang de chef 13 ans auparavant. Donc plus vraiment le héros que l'on a connu, mais comme je l'ai dit, c'est surtout les enfants qui vont se distinguer dans ce film. Et il y a toutefois un point du scénario qui m'a un peu déçu, même si c'est un détail au début du film. Mais dans leur guérilla contre l'installation des terriens, les Na'vi dirigés par Jake se sont mis à utiliser des armes de guerre terriennes. Et bien que je comprenne ce besoin de se hisser à leur niveau en termes de puissance de feu, ça fait bizarre de voir des Na'vi avec des lance-roquettes qui dézinguent des trains et autres en provoquant des explosions dans la forêt. Alors que plus tard, à la fin, on revoit des Na'vi se battre avec des lances et leurs montures, et ça, c'est le avatar qu'on veut voir. Sur le même plan, Quaritch et ses hommes, avec les conseils du jeune Spider, vont dompter des Ikrans pour se fondre dans Pandora comme de vrais Na'vi. Et il s'en sort presque mieux que Jake à l'époque, alors que lui avait appris à parler à la nature. Mais là, il rend de ceci bien trop simple pour le colonel et ses soldats. Et si au moins cette connexion avec quelque chose de vivant avait ravivé un peu de sensibilité en eux, mais même pas. Et en plus, son Ikran est tellement beau, il ne le mérite pas.
Et concernant l'ignominie, dans ce film, on nous présente un type qui est bien pire encore que le Quaritch du premier film, si c'est possible. Le capitaine du bateau de chasse à la baleine, qui se réjouit de se faire du fric, putain à chaque fois qu'il dit ça j'ai envie de le frapper, et qui s'éclate en chassant ces bêtes majestueuses, qui d'après le scientifique du bord seraient même plus intelligentes et plus sensibles que l'homme. En tout cas plus que lui. D'ailleurs c'est très bien amené là aussi jusqu'à la scène horrible dont j'ai parlé plus tôt. D'abord on rencontre un premier Tulkun, il me semble que c'est comme ça que les Na'vi les appellent. Un Tulkun donc qui sauve Loak, le fils de Jake et Neytiri, mais qui est traité en paria. Donc comme le jeune Loak, on se prend d'affection pour lui et on apprend une première injustice. Son crime n'est pas le sien, mais celui des chasseurs mentionnés plus tôt. Puis, après que l'on ait rencontré tous les autres Tulkun qui sont de superbes créatures et partagent une sorte de lien émotionnel conscient avec les Na'vi du récif, on assiste à la chasse qui est monstrueuse, entre l'autre enfoiré qui se croit au stand de tir et qui se gargarise de son efficacité, et la souffrance déchirante qu'expriment ces créatures pourtant numériques. Un très grand moment d'émotion, mais aussi douloureux pour les cœurs sensibles. Et le pire, c'est qu'à la fin, on découvre qu'ils tuent ces baleines géantes pour récupérer à tout péter 1 litre d'une substance dans leur cerveau. Tout ça pour ça. Et en plus, ô vanité et orgueil humain, cette substance a pour fonction de stopper le vieillissement. Super. Enfin, lors de la bataille finale bien épique comme j'aime, on a eu droit à une toute nouvelle dimension, de même que tout le film nous a emmenés sous la surface, une bonne partie de cette bataille se passe sous l'eau, et c'est toujours aussi beau. Et alors que j'étais persuadé, et même que j'attendais une réaction de la part de Eywa, comme dans le premier quand elle lâche tous les animaux sur le champ de bataille, ici je m'attendais aussi à voir tous les Tulkun débarquer et faire de la compote de chasseurs. Mais non. Ils ne m'ont pas donné ce que j'attendais, ce qui est un bon point, et à la place de Eywa, c'est Kiri, son émissaire, qui commence à comprendre ses capacités et qui déchaîne la nature environnante sur leurs ennemis. Donc au final, c'est bien Eywa qui est intervenu, mais pas comme je m'y attendais, ni avec l'envergure que j'imaginais. Je ne vais pas m'étendre sur les histoires d'amour naissantes dans ce film, car elles sont ce qu'elles sont pour le moment, les premiers émois de ces jeunes Na'vi, même si elles vont probablement prendre de l'importance par la suite. Par contre, je vais rapidement revenir sur 2 petites séquences qui nous en disent plus sur la nature de Eywa. D'abord, une scène avec Kiri qui se connecte à l'arbre des âmes, sous l'eau, et qui manque de se noyer tant sa connexion est puissante alors qu'elle parle à sa mère Grace. Et la seconde, un peu moins utile, à la toute fin où c'est Jake et Neytiri qui se connectent et accèdent à un souvenir de Neteyam. Donc Eywa serait bien la somme de tous les savoirs et surtout les souvenirs des Na'vi ayant vécu, plutôt qu'une déesse consciente. Je conclurai en redisant que ce film est grandiose sur le plan graphique et musical. Il nous en met plein la vue pendant 3h12, et les nombreux sujets abordés comme la protection de la nature, la différence et autres sont plutôt bien portés par la narration. Ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, avec des explications hors contexte pour être sûr que l'on comprenne. Et ça, je dirais que ça reste un des gros points forts de James Cameron, qui a réussi à faire un film qui réussira à mettre les woke et les autres d'accord, même les véganes, sans pour autant faire passer son film à la moulinette pour cocher des cases au détriment de l'intrigue et de la narration. Voilà, donc un film d'une très grande envergure, un peu comme celle de Turuk, qui va certainement placer des jalons pour le futur du 7e art, comme l'avait déjà fait le premier volet, il y a 13 ans. Un film, vous l'avez compris, que je vous conseille vraiment de voir sur grand écran, et même plus tard à la maison, car ce film va devenir un indispensable de toute bonne vidéothèque. En attendant le 3e volet qui nous est promis pour fin 2024, et qui je suis sûr sera largement à la hauteur de ses prédécesseurs, il va falloir s'armer de patience, même si au final 2 ans ce n'est rien après une attente de 13 ans. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, je vous souhaite de bonnes fêtes, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.